Salut, vous êtes dans un nouvel épisode d'Ici Ailleurs. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier, puisque je vous amène vraiment en voyage, assez loin. On part dans les montagnes du Nord Pakistan, dans les massifs du Karakorum, de l'Hindu Kush, de l'Himalaya et du Pamir, pour faire du trek. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un film que j'ai fait en 2007, avec la qualité des films qu'il y avait en 2007. Et c'est un film que j'ai fait lors de mon 4e voyage au Pakistan avec ma compagne. On était partis 4 mois dans ces montagnes du Nord Pakistan, dans ce pays qui est vraiment fabuleux, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus, pour trekker au pied des sommets les plus hauts de la planète, du K2, du Nanga Parbat, et plein d'autres, parce que le Nord Pakistan a la particularité d'avoir des montagnes incroyables, donc 4 chaînes de montagnes qui se rejoignent là, et 5 pics qui dépassent les 8 mm et 160 qui dépassent les 7 mm, avec toute une flopée, toute une pléiade de simili qui sont encore vierges. C'est vraiment, pour les amoureux de montagne, une destination incontournable. Alors, le Pakistan, je pense que de toutes les destinations où j'ai eu l'occasion d'aller, tous les pays, c'est celui qui m'a le plus marqué, par déjà la beauté de ses paysages. On dit qu'on y va pour les montagnes, et qu'on y revient pour les gens et l'hospitalité des gens. Et c'est vrai effectivement qu'on y va pour beaucoup pour les montagnes et qu'on revient parce que les Pakistanais sont vraiment adorables. Alors c'est souvent un pays qu'on associe à la guerre, au terrorisme, etc., qui s'en souffre quand même. Mais il faut savoir que dans le nord, comme dans d'autres régions du Pakistan, il y a des gens qui sont toujours prêts à vous accueillir, toujours prêts à vous offrir un repas, le gîte et le couvert, à prendre soin de vous. Et parmi tous les voyages que j'ai faits, de tous ces voyages, les seuls contacts que j'ai gardés, c'est avec des Pakistanais, et ça depuis maintenant plus de 10 ans. Alors une étape donc un petit peu particulière, sur un format qui date d'il y a 10 ans, et qui dure à peu près 50 minutes. Donc vous allez voir que y a pas mal de trek, et les commentaires sont assurés par ma compagne Pascal. Donc j'espère que vous apprécierez ce voyage, cette invitation à découvrir ce qui est pour moi vraiment une destination de cœur, au-delà de toutes les autres. Et donc je vous laisse pour cette heure dans les montagnes du Nord Pakistan, des montagnes qui sont tout juste incroyables, comme vous allez pouvoir le voir sur ces images. Allez, à très bientôt, profitez bien, et je vous retrouve pour encore de nouveaux épisodes d'Ici Ailleurs. Le Pakistan. Si on sort de la présentation habituelle des médias qui le stigmatisent avec les talibans et la guerre, c'est un pays encore mal connu. Pourtant, le nord du pays concentre plus de 160 pics dépassant les 7 mm. Des terres inconnues y sont encore à découvrir, et ceux qui viennent visiter ce pays pour les montagnes y reviennent souvent pour ses habitants d'une hospitalité inégalable.
C'est à ce voyage que nous vous convions. Les époux Bullock-Workman ont mis un coup de projecteur sur cette région. 7 expéditions dans le Karakoram à la fin du XIXe. Outre la performance sportive, ils publièrent bon nombre d'ouvrages illustrés en croquis et articles. Le trek du Biafo-Ispar est moins connu que son rival le Baltoro menant au pied du K2. Au cœur du Baltistan, le petit Tibet, comme on le nomme localement, s'élève les plus hauts pics du Karakoram. Parti de Skardou, point de départ des expéditions, 130 km de glaciers nous attendent. Le Ispar et le Biafo mesurent respectivement 58 et 68 km de long. Pour effectuer la grande traversée du Karakoram de Ouché à Ispar, en passant par l'école du Gondogoro, 5700 mètres, et du Ispar, 5150 mètres, il faut compter 1 mois et 250 km de marche fascinante. Au départ d'Ascoli, 6 étapes sont situées le long des moraines latérales ou sur le glacier même, avant d'atteindre le camp de base du Isparla. On marche alternativement sur des parties rocheuses chaotiques ou sur une large langue de glace plus ou moins crevassée. Le dénivelé est de 2150 mètres entre le point de départ et la traversée du col. Une fois le Isparla franchi, il faut encore prévoir 6 bivouacs avant d'atteindre le village d'Ispar, 1800 mètres plus bas. De ce côté, on redescend en dents de scie le long du glacier principal en traversant 7 glaciers latéraux. Éventuellement, une 7e étape sera obligatoire jusqu'à Naguir pour rejoindre la route du Karakoram. C'est au cours d'une marche d'une douzaine de jours nécessaire à sa traversée que nous avons découvert l'ampleur, la majesté, l'intensité du Biafo-Ispar. Nous étions une équipe de 7 porteurs, un cuisinier, un guide et nous 2 trekkers. Chargés de pas moins de 180 kg de matériel et de vivres au total, notre trek prenait des allures d'expédition. Le fleuve de Braldou est né de la confluence entre les rivières Biafo et Biao, trouvant leur origine dans la masse glaciaire entourée des plus hauts pics et des plus impressionnants murs granitiques de la planète. Les premiers jours de marche, la progression se déroule dans un chaos de pierres interminable, avant de progressivement se retrouver dans un univers unique en apparence. Des autoroutes de glace où l'on prend conscience d'être sur un des bassins glaciaires les plus grands du monde hors des régions polaires. Un terrain accidenté et souillé sera notre lot les premiers jours. Nous nous trouvons au pays des cailloux en tout genre. Il laisse peu à peu place à des séracs et des crevasses baignées de cours d'eau limpides. Tout est démesuré. Si nous avons tendance à oublier la taille du site, les intempéries et la longueur des journées nous rappellent comme nous sommes infiniment petits face aux éléments.
On a l'impression de marcher sur un boulevard semé d'embûches, surtout les crevasses. Les premiers jours, nous les enjambons comme des trous insignifiants. Des fois, la glace rappelle à l'ordre l'un d'entre nous, d'un ton tranchant. C'est avec soulagement et joie que nous regagnons nos camps en fin d'après-midi et que nous nous délectons de la simplicité d'un repas préparé par notre équipe et de nous détendre bien sûr. Au Pakistan, les porteurs sont limités à un chargement de 25 kg par personne. Le guide y veille quotidiennement. Plus nous nous rapprochons du col, plus les failles s'accentuent. Au détour d'un camp, nous découvrons dans la brume une partie du fameux Benta Brak, un de ces big walls vertigineux. Plus près du Isparla, nous rentrons dans un monde irréel, imaginaire et immaculé, le lac de neige. Les uns derrière les autres, encordés à ce stade où tous les dangers sont cachés sous leur linceul, nous serpentons paisiblement au cœur de ce spectacle qui nous laisse sans voix. Nous nous réveillons dans l'antre du Yéti avec des yeux d'enfants émerveillés. Même dans nos rêves, nous l'aurions difficilement imaginé. Nous sommes au-delà des nuages, nous touchons l'horizon. Les conditions sont très dures, dignes de l'alpinisme. En raison du froid, nos chaussures sont gelées au réveil. De l'isolation, il n'y a pas âme qui vive à la ronde. Enfin, de l'engagement bien sûr. Les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous, mais on ne peut plus reculer à présent. Nous finirons par devoir enjamber une crevasse aux allures d'abîme peu accueillantes. Après une chute forcée où Olivier verra le pont de neige s'effondrer sous son poids, pourtant minime, nous passons les uns derrière les autres au-dessus d'un gouffre que nous n'avons nulle envie de visiter. Mais le spectacle en vaut bien sûr la chandelle.
la corde est de rigueur, nous sommes enchaînés comme à la vie. Un rythme nous contraint afin de se suivre, il n'est pas question d'individualisme. Sans aucun doute, nous avons besoin les uns des autres. C'est l'heure de la pause déjeuner. Plus que jamais, manger devient un besoin vital. Notre équipe cuisine dans des conditions spartiates, le riz à la mode locale. Tout est bon pour prendre des forces dans ces conditions extrêmes. Des sucres lents bien sûr, notre corps en réclame. D'une minute à l'autre, les amplitudes thermiques sont impressionnantes. Il ne nous reste plus grand-chose à parcourir pour traverser le col du Ispar à 5150 mètres d'altitude. Et pourtant, plus nous nous rapprochons, plus notre objectif semble s'éloigner, plus les heures semblent longues. Enfin, nous arrivons sains et saufs de l'autre côté après avoir zigzagué sur un terrain criblé de crevasses. Après Conway, le premier occidental à avoir franchi le col en 1892, nous nous sentons toujours l'âme d'explorateur en 2007. L'interminable descente le long du glacier du Ispar peut alors commencer. Petit à petit, nous revenons dans un monde où la vie, les signes d'une présence humaine, succèdent à l'ambiance minérale, cette impression d'éternité qui nous a entourés les jours précédents. Nous faisons étape à notre premier camp, et la joie et le soulagement de l'équipe se manifestent dans l'élaboration de cairns pour indiquer l'emplacement du site où nous nous trouvons. Tout ceci pour marquer notre présence dans un territoire jusque-là très hostile. Et puis c'est reparti. Si nous longeons le glacier principal du Ispar, nous n'en avons pas pour autant terminé avec les sections glacées. 7 glaciers latéraux provenant des monstres de pierre qui les engendrent nous réservent de nouvelles surprises. Chacun, unique en son genre, il nous faudra parfois plusieurs heures pour les franchir malgré les dires de notre guide qui a souvent tendance à sous-estimer le temps et les distances. À notre grande joie, la flore reprend le dessus dans ce monde aride. Nous nous amusons au détour d'un champ à goûter les racines et les graminées locales aux vertus reconnues. Pour ces dernières, les grains auraient la capacité de soulager les douleurs abdominales des femmes enceintes.
c'est au tour du bétail de s'offrir en spectacle. Nous croisons lors d'une pause déjeuner un troupeau de yaks et leur progéniture. Nos comparses, afin d'attraper une femelle pour lui traire son lait, font main basse sur ses petits pour mieux la piéger. Nous commençons à être rodés quant à la marche alternant sur des parties glissantes et d'autres caillouteuses. On observe parfois des formations originales, des champignons géants de pierre et de glace. Par contre, certaines sorties de glaciers sont pour le moins spectaculaires. Ce qui nous sert de chemin ressemble vaguement à un coup de couteau marqué dans la chair de la terre. Tels des acrobates, nous mettons un pied devant l'autre avec dextérité pour nous extraire de ces passages périlleux. Le jour de notre arrivée au village d'Ispar, nous formons un véritable cortège. La famille, les pères, les frères sont venus rejoindre les membres de notre équipe. Le petit pont de bois marque l'entrée sur le territoire d'Ispar. Nous payons notre droit de passage, escortés par la plupart des villageois venus à notre rencontre. La dernière montée est raide, c'est dur. Ouf, enfin, nous y sommes. C'est un lieu où tout semble s'être arrêté dans le temps. Les visages sont figés, donnant un air de photo sépia. En remerciement de ces 14 jours, nous décidons de sacrifier une chèvre à la mode halal, en l'honneur de notre équipe après cette rude et longue épreuve qui prend fin dans les conditions idéales, à la grande joie de tout le monde, exténué et affamé bien sûr. Le peuple Wari, nomade venu de l'Asie centrale, est arrivé au Pakistan par le couloir du Waran. On trouve cette minorité aux frontières de l'Afghanistan, du Tadjikistan et aux confins du Xinjiang chinois. La communauté existe depuis au moins 2500 ans, ils se sont convertis à l'islam comme ismaéliens et se sont installés dans la province du Gojal, entre les vallées du Shapursan et de Shimshal. La vallée de Shimshal, géographiquement très isolée, se situait à 3 jours de marche du Karakoram Highway jusqu'à 3 ans où la route est arrivée au village. Culturellement, et à la différence des autres ethnies du Pakistan, le rôle de la femme est prépondérant. Elle s'occupe de la traite et de la transhumance du bétail dans les hauts pâturages, tandis que les hommes restent au village pour les cultures vivrières. Il faut compter 3 jours de marche intense en dents de scie pour arriver au col de Shimshal,
à 4700 mètres d'altitude, où les villageoises passent 5 mois aux estives pour s'occuper du bétail, yaks, chèvres, et fabriquer le fromage local, kurut, qui sèche sur le toit des habitations en petits tas avant d'être ramené et consommé au village pour les rudes mois d'hiver. Depuis Passou, sur la KKH, il faut quelques heures en jeep pour regagner le village de Shimshal d'où démarre le trek. Moins populaire que le col de Shimshal, la traversée des montagnes du Gutzerab est une alternative engagée incluant le passage de deux cols, celui du Boysum à 4950 mètres et du Shafshingol à 5150 mètres qui donne son nom au trek. L'ascension est rapide, 2 étapes sont nécessaires au franchissement du Boysum qui ne représente pas de difficulté majeure. Par contre, la montée vers le Shafshingol, qui nécessite 3 jours supplémentaires, est beaucoup plus technique, voire risquée, entre la rivière du Gutzerab déchaînée qu'il faut franchir à plusieurs reprises et l'escarpement de l'ascension. Un itinéraire original qui permet de rejoindre la Karakoram Highway à Koksil, quelques kilomètres en dessous du Khunjerab Pass à la frontière chinoise. Notre équipe, cette fois-ci, se compose de 2 porteurs, Hidayat et Imtiaz, et d'un guide, Abdul, que nous avions connu lors de notre premier trek dans la vallée, à la découverte des fameuses estives. Tous 3 sont de vaillants Shimshali, et le système du recrutement des porteurs se fait équitablement grâce à un roulement mis en place par l'association du village. La première journée commence à pic avec un dénivelé qui s'accumule très vite dans de grands pierriers arides et abrupts sur fond de montagnes immaculées. Arrivé à Zargarben, le relief s'aplanit nettement, laissant le loisir aux jeunes locaux de s'exercer à leur talent de joueurs de cricket, sport très populaire au Pakistan, et ce, à une altitude de 4000 mètres environ. On comprend aisément comment les Shimshalis se sont forgés une forme incroyable pour gravir les plus hauts sommets. Bien acclimatés, nous continuerons ce jour-là avec 2 ânes qui ne seront plus qu'utiles les jours suivants, allégeant nettement la charge de nos porteurs. Nous atteindrons les huttes de Spodin, soit littéralement de la rhubarbe qui pousse sauvagement ici, et nous y passerons la nuit. Le panorama est splendide. Le lendemain, nous attaquons tranquillement la montée, guidés par des cairns tout le long, jusqu'à un éboulis nous menant directement vers le col du Boysum, que nous atteindrons dans la matinée. Avec la vue sur le lac, nous faisons le plein de vitamines grâce aux abricots séchés, denrées locales très appréciées. Le jour suivant, au départ du camp de Mandishlark, à 4100 mètres d'altitude, nous nous préparons à partir. Les ânes sont très appréciés au cours de longues marches dans la région car ils peuvent supporter jusqu'à 50 kg de charge chacun. Une fois nos ânes harnachés, nous traversons des estives Shimshali, Avdouzi,
Moins étalé que Schuwertz, on trouve cependant toujours la même ambiance, chaleureuse et accueillante. Les habitants saisonniers nous reçoivent avec leur hospitalité coutumière en nous invitant à une dégustation de molida, plat à base de chapati, fromage local fondu et beurre clarifié. Riche et calorique, nous faisons le plein d'énergie et de chaleur humaine pour les étapes à venir. En chemin, nous découvrons des sculptures brutes réalisées en corne d'ibex par un artiste local. L'ibex est un bouquetin himalayen très répandu dans ces montagnes. Il existe des séjours spécialisés sur le thème de la chasse à l'ibex, proposés par des tours opérateurs occidentaux. Il faut compter 9 000 € par personne pour 15 jours. La journée fatidique et périlleuse où nous devons traverser la rivière du Gutzerav arrive. Un câble a été mis en place par les locaux pour faciliter la première traversée. Par contre, il reste 3 passages où aucun équipement n'existe à ce jour. C'est en projet. Je bénéficie du privilège d'être une femme et les membres de notre équipe se relaient vaillamment pour me porter sur leur dos. Je ne m'en plains pas. Nous faisons connaissance avec un snowcock, ou l'herba des neiges, oiseau indigène à la chaîne himalayenne. Son habitat se situe à la limite des neiges, entre 3000 et 5500 mètres d'altitude. Il évolue dans des pentes abruptes parsemées de broussailles, volant vers le bas le matin et se nourrissant en remontant progressivement dans la journée. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Le col du Shafshingold se dresse enfin devant nous de sa hauteur majestueuse. En le voyant comme ça, on a peine à croire que nous serons de l'autre côté dans 24 heures. Le dernier camp se situe juste en contrebas de notre objectif final. Nous partons le matin après avoir essuyé une chute de neige. Petit à petit, prenant du dénivelé, nous jouissons d'un panorama à couper le souffle, nous donnant toute l'ampleur de la marche que nous venons de réaliser. L'ascension est raide, elle démarre sec dans un pierrier abrupt. Nous comprenons enfin la signification de Shafshingold, qui veut dire dans la langue locale qui se grimpe avec les mains. Le Sonia Peak se dévoile sous nos yeux, trônant à une altitude de 6350 mètres. C'est un sommet accessible et certains groupes de trekkers aventureux tentent de le gravir en prévoyant 4 à 5 jours supplémentaires. Enfin, le col s'ouvre à nos pieds, marqué par des énormes cairns. Nous le franchissons, essoufflés, fatigués, mais heureux. À cette altitude, nous sommes aux 4 vents. Alors notre victoire du jour savourée, nous enclenchons la descente. 2 options s'offrent à nous pour rejoindre le bas du glacier. Soit franchir le glacier lui-même, soit descendre sur une zone rocheuse. Sans équipement spécifique, crampons et autres, nous choisissons la deuxième. 2 ans plus tôt, tard dans la saison, une équipe accompagnant un trekker français s'était aventurée sur le glacier. Elle y perdit 2 de ses membres dans une avalanche, des locaux Shimshali.
Après avoir traversé 2 langues de glace, nous désescaladons dans une zone très exposée, une cheminée donnant tout droit sur un précipice. Comme il n'y a pas de chemin tracé à cet endroit, le passage est périlleux. « 20 minutes plus loin, nous soufflons et nous sentons soulagés de voir enfin les plus gros dangers derrière nous. Il reste devant nous quelques heures de marche paisible dans de vastes pierriers. Au fur et à mesure que nous descendons dans la vallée, le parcours est agrémenté du sifflement de marmottes qui sont légion dans ces contrées. Cette symphonie pastorale sera l'annonce d'un retour à la civilisation. La route du Karakoram n'est plus très loin désormais. La route du Karakoram, ou Karakoram Highway, est également nommée Friendship Highway pour sa construction en collaboration avec les Chinois. Reliant Islamabad à Kashgar dans le Xinjiang chinois, la route parcourt près de 1300 km dans les massifs de l'Himalaya, de l'Hindu Kush, du Karakoram et du Pamir, les chaînes de montagnes les plus hautes au monde. Son point culminant, le col du Khunjerab, à près de 4800 mètres, marque la frontière entre le Pakistan et la Chine. Au départ d'Islamabad, il faut compter 24 heures pour regagner Gilgit, capitale du Nord Pakistan, par la route. Nous quittons la Trunk Highway qui mène à Peshawar pour rentrer sur la légendaire Karakoram Highway qui nous mènera à destination. C'est là que l'aventure commence entre la circulation intense et la conduite à la pakistanaise. Nous nous apprêtons à doubler un camion dans les règles de l'art, débordant allègrement de l'autre côté de la route face à des véhicules habitués à se décaler au maximum pour laisser leur place aux plus téméraires. Après une nuit mouvementée à bord du bus où le chauffeur nous a épatés par ses talents de conducteur de véhicules de course, nous écarquillons les yeux face au paysage qui se dévoile au petit matin. Rien de moins que le célèbre Nanga Parbat, la montagne des fées. मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे. S'il est une spécialité culinaire qu'on ne peut contourner, c'est bien le chapati. Galette à base de farine et d'eau, elle accompagne tous les mets pakistanais en guise de pain et de couvert. Léger et croustillant, il se marie parfaitement avec les plats épicés et relevés en sauce comme le chicken karai. C'est aussi la base alimentaire de nos équipes en trek.
दिन आज का बड़ा सुहाना मौसम भी बड़ा सुनहरा हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका. Le polo est un sport originaire des régions du Nord Cachemire. Considéré dans nos pays comme le sport des nantis, c'est un jeu populaire au Pakistan. Les matchs sont très animés, un orchestre local jouant de la musique folklorique au cours de la partie. Pendant les entr'actes, les spectateurs viennent acclamer des danseurs. L'argent recueilli est reversé aux musiciens. Tous les ans au mois de juillet, l'un des tournois de polo les plus importants du monde a lieu au champ d'Ourpas à 3820 mètres d'altitude. Culminant à 7790 mètres, le Rakaposhi illumine par sa splendeur la vallée de Hunza. Peu d'expéditions ont tenté son ascension qui reste très difficile. Sa blancheur contraste avec la vallée verdoyante de Hunza. Très peu arrosée, ces vergers dépendent des canaux d'irrigation alimentés par les glaciers. À 7300 mètres, le Ultar Peak, surnommé la Japanese Killer Mountain, domine Karimabad. Le fort de Baltit, demeure d'émir de Hunza, a été construit il y a 800 ans dans une architecture d'influence tibétaine. Dressé sur son promontoire, il offre une vue imprenable sur la vallée et les montagnes environnantes. Il peut actuellement se visiter, donnant un aperçu de l'histoire locale et mettant en avant les légendes du coin. Des petits villages de style local tels que Altit et Ganesh offrent un intérêt particulier. Ces sculptures raffinées viennent orner des mosquées familiales. Réputée pour la longévité de ses habitants, Hunza véhicule l'image romantique du paradis terrestre. Deux autres sommets au-delà de 7000 mètres viennent compléter la panoplie. Le Dhiran, 7250 mètres, et le Spantik, 7020 mètres, également appelé le Golden Peak, certainement pour la couleur dorée qu'il prend au coucher de soleil. La vallée du Shapursan, habitée par la communauté Wahri et récemment ouverte aux trekkers, n'est pas encore aussi touristique que celle de Shimshal. En empruntant les chemins qui remontent dans la vallée, vers le col de Irshad, nous croisons des caravanes de Kirghizes venant du corridor du Wahri.
Le col de Irshad, situé à la frontière afghane, se rejoint assez aisément à pied, offrant des paysages uniques au dégradé d'ocre. Également entrepris une marche inoubliable depuis la vallée de Misgar pour rejoindre le col du Kilik à pied qui marque la frontière avec la Chine. C'était l'ancienne voie empruntée avant que la route du Karakoram ne passe par le col du Khunjerab. Nous sommes sur les traces de la route de la soie. À défaut d'être la plus haute route du monde, la Karakoram Highway est probablement la plus dangereuse. Durant sa construction, 900 personnes trouvèrent la mort à cause de glissements de terrain et de crues. Le cimetière chinois de Gilgit témoigne de la nature herculéenne du projet. Sans cesse, des éboulements viennent couper la route et c'est au prix d'efforts incessants que les hommes la dégagent pour laisser libre la voie du nord. Nombreuses sont les vieilles carcasses de camions venus s'écraser au fond d'un ravin ou dans l'Indus. Il faut parfois attendre plusieurs jours qu'elles soient débloquées. Nous traversons la frontière chinoise au col du Khunjerab. La différence est nettement marquée par la qualité de la route. Aujourd'hui, la KKH pakistanaise est à nouveau en travaux, s'agrandissant pour ouvrir les portes du Pakistan au commerce chinois. Une nouvelle route de la soie, version moderne, qui devrait être achevée en 2011. La frontière traversée, nous roulons sur du ruban à travers le Pamir chinois, des montagnes aux allures de collines gigantesques. L'ancienne route du Karakoram est tombée en désuétude. Nous sommes dans le Xinjiang et la route nous mène jusqu'à sa capitale, Kashgar ou Kashi pour les locaux. C'est une région où vivent les Ouïghours, des minorités musulmanes, et leur culture est toujours très présente. Le marché nocturne en est un bon exemple avec l'étalage des mets traditionnels à découvrir. La ville s'est tout de même fortement modernisée avec la présence des Han.